Bonjour à toutes et tous, nous nous retrouvons pour la suite du cours de terminale d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale, consacré à la France et les Français pendant la guerre. Grand 3 donc, en France, en quoi la résistance s'oppose-t-elle au régime de Vichy? A. Le régime de Vichy, un régime de collaboration né de la défaite. En septembre 1939, la mobilisation générale s'effectue en bon ordre. C'est le début de la drôle de guerre. Les armées françaises et allemandes se font face, en particulier au niveau de la ligne Maginot, la ligne de défense française, mais aucun combat n'a lieu. C'est le 10 mai qu'Hitler lance son offensive. La stratégie française défensive est inadaptée. La France est vaincue militairement en mai 1940 suite à la Blitzkrieg, qui entraîne l'exode de 8 millions de Français. L'armistice du 22 juin 1940 divise la France de part et d'autre de la ligne de démarcation. Elle amène aussi la création d'un nouveau régime. La défaite est donc aussi politique. La petite ville thermale de Vichy est choisie comme capitale de la zone libre. En juillet 1940, le maréchal Pétain, dernier président du Conseil de la Troisième République, obtient les pleins pouvoirs constituants du Parlement. La République s'est sabordée. Seuls 80 députés et sénateurs sur 649 ont voté contre. Il se proclame alors chef de l'État français et met fin à la République. Le nouveau régime est anti-républicain. La Révolution nationale est le nom donné par Pétain à son programme de régénération de la France, en réaction contre les principes de 1789. La dictature qui se met en place au nom de la Révolution nationale rend le régime républicain responsable de la défaite. Dès lors, une nouvelle devise, travail, famille, patrie, remplace la devise républicaine. Une nouvelle idéologie doit s'incarner dans le culte du chef, protecteur et sauveur de la France, le maréchal Pétain. De nouvelles valeurs sont mises en avant. La France traditionnelle, faite d'agriculture, de ruralité et d'attachement à la famille, est donnée en exemple contre la ville jugée corruptrice. Les partis politiques, syndicats et médias sont supprimés. Les anciens dirigeants, comme Léon Blum, sont jugés. Il s'agit aussi d'un régime antisémite qui participe au génocide et collabore. La collaboration avec l'Allemagne nazie se met rapidement en place. La poignée de main entre Hitler et Pétain à Montoire le 24 octobre 1940 en devient le symbole. Le régime met en place une politique antisémite. Les Juifs sont exclus de la société et subissent une série d'interdictions, comme avec le premier statut des Juifs en octobre 1940, puis un deuxième promulgué en juin 1941. Après cette marginalisation sociale, le régime utilise la police française pour les arrêter et les donner aux autorités d'occupation nazie. 76 000, dont 11 100 enfants, seront déportés de France. En juillet 1942, la rafle du Vélodrome d'hiver, confiée à la police de Paris, provoque la déportation puis la mort de 13 000 personnes. Une collaboration qui est aussi économique. Les Allemands réquisitionnent les denrées et ressources. La pénurie se généralise. Les Français doivent se contenter de tickets de rationnement. Le régime de Vichy, qui souhaite faire revenir les 2 millions de prisonniers, met en place le système de la relève, auquel succède le STO, service du travail obligatoire. Le gouvernement fait de la propagande pour l'STO qui devient obligatoire pour les jeunes nés en 1919, 1920 et 1921, en février 1943. Grand B, les combats de la résistance. Les débuts de la France libre. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle, réfugié en Angleterre, appelle sur les ondes de la BBC les Français à poursuivre le combat. Il parvient à se faire reconnaître comme chef des Français libres par le gouvernement britannique. De Gaulle fait aussi admettre l'existence d'une armée française autonome, distincte de l'armée britannique. Forte de 7 000 hommes en juillet 1940, les forces françaises libres, FFL, en réunissent 60 000 en juin 1942. Elles combattent aux côtés des troupes alliées, notamment en Afrique du Nord. La résistance intérieure. En France, une partie de la population refuse aussi l'occupation, la collaboration et l'autoritarisme du nouveau régime. Ce sont d'abord des actes isolés, graffitis, tracts, puis des réseaux de sabotage sont mis en place, avec les mouvements comme Francs-Tireurs, Libération, Combat. Ces mouvements de résistance sont créés dans la clandestinité la plus absolue. Ils voient leurs participants croître après l'invasion de l'URSS par les nazis et l'obligation du STO. Les résistants sont divisés politiquement, socialement, mais unis dans leur lutte contre Vichy. Les résistants ont plusieurs tâches, la distribution de tracts et de journaux pour lutter contre la propagande et la censure, le recueil de renseignements militaires, les sabotages, les attentats, les évasions de prisonniers et la mise en place de maquis pour aider les jeunes qui refusent le STO. Résistance intérieure et extérieure de la rencontre à l'action concertée. En 1941, Jean Moulin est mandaté par De Gaulle pour unifier tous ces mouvements et les placer sous son autorité.
Après 2 ans d'efforts, il parvient en 1943 à créer le Conseil national de la résistance. Le CNR est composé de délégués de tous les mouvements de résistance français, des chefs des anciens partis politiques et de responsables syndicaux. Le CNR reconnaît De Gaulle comme son chef. Trahi, Jean Moulin est arrêté en juillet 1943 à Caluire, près de Lyon, par les Allemands. Il est emprisonné et torturé par Klaus Barbie. Il meurt des suites de ses blessures lors de son transfert de Paris à Berlin. C'est un coup dur pour la résistance, mais elle se réorganise. Les mouvements et les réseaux de résistance deviennent en 1944 les Forces françaises intérieures, FFI. Le CNR rédige un programme de mesures pour préparer la libération. Les Forces françaises libres et les Forces françaises de l'intérieur participent à la libération et à l'effondrement du régime vichyste. En juin 1944, un gouvernement provisoire de la République française, GPRF, est nommé et c'est le général de Gaulle qui en prend la tête. En octobre 1946, après 2 ans de préparation, la 4e République peut ainsi être officiellement déclarée. En conclusion, la Deuxième Guerre mondiale se présente comme une rupture fondamentale dans l'histoire du XXe siècle et constitue le départ d'une ère nouvelle. La vieille Europe, très affaiblie, ruinée, instable, n'est plus au centre des décisions internationales. C'est la fin de l'hégémonie européenne. La poussée soviétique en Europe et la suprématie militaire et économique des États-Unis changent la face du monde. La victoire des Alliés en 1945 inaugure un monde nouveau, porteur d'espoir mais aussi de tension. C'est ce que nous étudierons ensemble dans un prochain chapitre. Merci et à très bientôt.